Madame Wałęsa reçoit pour son mari à Oslo le prix Nobel de la paix. Dans son discours écrit par lui, elle réaffirme les objectifs de justice et de liberté du syndicat Solidarité. La démocratie prend le pouvoir en Argentine. Le président élu Alfonsín prête serment, mettant fin à la dictature militaire. Liban, nouvelle attaque israélienne sur Tripoli ce matin, affirme l'OLP. Israël dément. L'évacuation des Palestiniens reste problématique. Les négociations sur le régime de l'assurance chômage, les partenaires sociaux rapprochent leurs positions. Madame, monsieur, bonsoir. Lui, à Gdansk, dans le modeste appartement de son aumônier, debout, ému, devant un poste de radio. Elle, à Oslo, face à un parterre de rois, d'ambassadeurs, de dignitaires, émus, tendus, recevant pour lui le prix Nobel de la paix qui couronne la lutte et les idéaux d'un syndicat hors la loi. Lech Wałęsa n'avait pas voulu se rendre à Oslo, de craindre de ne pouvoir ensuite retourner dans son pays, et aussi pour rester en Pologne, solidaire des militants de solidarité qui sont en prison. Lech Wałęsa et sa femme ont été à l'unisson les héros de cette journée. Philippe Gassot. Peu avant 13h, une Cadillac officielle amène devant l'université d'Oslo Danuta Wałęsa, accompagnée de Bogdan, l'aîné des 7 enfants. À l'intérieur de la salle d'honneur, la femme de l'électricien de Gdansk est ovationnée par 500 personnes. La petite ouvrière qui porte sur ses épaules l'espoir d'une grande partie du peuple polonais aborde la cérémonie avec gravité. Elle sait que le monde entier a les yeux braqués sur elle. C'est la première fois qu'elle côtoie un roi, des princes et le corps diplomatique, à l'exception des représentants des pays de l'Est. Celle qui a toujours marché dans l'ombre de l'ex-leader de Solidarité est à présent seule sous le feu des projecteurs. C'est à elle que sera donnée la médaille en or du prix et le parchemin qui sera la trace écrite de ce Nobel de la paix qui sera accroché dans la salle à manger de la HLM à Gdansk. Wałęsa à Gdansk, il écoute lui aussi, ému. Par la bouche de Danuta, c'est lui qui parle. Nous désirons la paix, c'est pourquoi nous n'avons pas eu, nous n'avons pas voulu avoir recours à la force. À Gdansk, Lech Wałęsa écoute la retransmission à la radio. Il sait qu'il parle au monde. Nous sommes assoiffés de justice, dit Danuta, c'est pourquoi nous persévérerons dans la lutte pour nos droits. En Pologne, Wałęsa s'aperçoit que sa femme s'écarte un peu du texte qui a été préparé. Il est inquiet. Nous luttons pour le droit des travailleurs à s'associer, dit sa femme. Celui qui incarne Solidarité se lève pour prier. Wałęsa, un peu troublé, s'épanouit. Le discours est terminé, il peut se laisser aller à dire, avec le sourire, que sa femme a beaucoup de talent et qu'elle peut le remplacer à tout moment. Il prétend qu'il est retombé amoureux de Danuta. À la sortie, après les félicitations, un chant polonais est entonné, il demande que Danuta vive 100 ans. On n'aura pas très bien entendu en Pologne la retransmission, car les brouillages ont été intensifiés aujourd'hui. Tout le monde n'était pas à la fête. Et ce soir, le journal télévisé polonais, il y a une demi-heure, a mentionné l'événement d'Oslo en précisant que Wałęsa ne voulait pas quitter la Pologne. Ce soir à Gdansk, lors d'une messe célébrée dans la paroisse des chantiers navals, l'aumônier de Lech Wałęsa a fait son éloge et il a lancé au pouvoir un vibrant appel au dialogue. Un pouvoir qui est sur les dents à l'approche de l'anniversaire des événements de décembre 70, à l'approche aussi d'une nouvelle hausse inévitable des prix des produits alimentaires qui va réveiller plus encore le mécontentement des Polonais et faire aussi de Lech Wałęsa, d'une manière ou d'une autre, un interlocuteur inévitable, comme l'ont constaté ces jours derniers nos envoyés spéciaux en Pologne. À l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel An, les files d'attente devant les magasins de Varsovie s'allongent plus que d'habitude. Ce sont surtout pour les Polonais les produits alimentaires qui font le plus défaut. Thé, café, sucre, chocolat. Plusieurs heures d'attente avant d'obtenir l'indispensable. Les produits alimentaires augmenteront le 1er janvier de 15 à 50%, mais seuls les salaires des militaires et des policiers suivront cette hausse. Cette situation économique crée évidemment un malaise profond dans la population qui déjà depuis 3 ans subit un rationnement de la viande, 1,5 kg par mois et par personne, et un rationnement de l'essence. La Pologne est un pays où seul le marché noir florissant permet de pallier les restrictions. Face à cette situation, le gouvernement, s'il veut éviter une dégradation sociale et politique, devra dans les prochaines semaines accepter le dialogue avec Lech Wałęsa. C'est ce que pense l'un des conseillers de Lech Wałęsa.
Je pense que maintenant, Walesa, prix Nobel, est non seulement le représentant de la société polonaise, mais serait interlocuteur valable et rêvé pour un État, pour un pouvoir qui chercherait le dialogue avec la société. Je pense que de cette façon, le prix Nobel ouvre une possibilité qui est importante pour les deux, aussi bien pour la société que pour le pouvoir. Walesa a eu cette immense capacité, non seulement de dominer un mouvement de masse, un mouvement spontané, mais aussi de se rendre très bien compte de la raison d'État, de la situation politique de notre pays. Et vous ne pensez pas que quand même que l'action de Walesa gêne et irrite le pouvoir, au point que ce pouvoir, même s'il souhaitait faire une ouverture, ne le pourrait pas? C'est un peu l'impression que l'on a. C'est un duel entre deux hommes, entre Jaruzelski et Walesa, et que Jaruzelski ne veut pas céder. Il faut qu'il y ait de deux côtés la compréhension que ce dialogue est une nécessité pour la Pologne. Sinon, s'il n'y avait pas ce dialogue? Eh bien, il faut comprendre aussi le silence dans mes réponses. Lech Walesa, de son côté, a répété ce matin aux journalistes que la situation en Pologne reste dangereuse. Mais, a-t-il ajouté, les circonstances nous contraindront à la paix, même si le chemin est encore long. 4 lauréats des prix Nobel 83 ont lancé un appel au Kremlin en faveur du prix Nobel de la paix 1975. Le physicien soviétique Andrei Sakharov, qui est malade et toujours en exil à Gorki. Outre le prix Nobel de la paix, qui est traditionnellement décerné à Oslo, les autres prix Nobel ont été remis cet après-midi à Stockholm par le roi de Suède. Il couronne 5 Américains et un Britannique. La démocratie triomphe en Argentine et ce soir on va danser le tango dans la rue. Raúl Alfonsín, un avocat de 57 ans, élu avec une majorité de 52% des voix lors des élections générales du 30 octobre dernier, Raúl Alfonsín est devenu aujourd'hui président de l'Argentine après 6 ans de dictature militaire. Parmi les nombreuses personnalités présentes aux cérémonies, le Premier ministre Pierre Mauroy, qui a déclaré hier soir que la France est prête à relancer une grande politique de coopération avec l'Argentine. Patrick Clément. Todo está preparado para la transmisión del mando. Des milliers d'Argentins étaient là ce matin dans les rues de Buenos Aires pour saluer le retour de la démocratie et son symbole, M. Raúl Alfonsín. Ils étaient des centaines de députés et sénateurs pressés les uns contre les autres à l'intérieur de la salle du Congrès argentin pour applaudir l'arrivée de Raúl Alfonsín, 33e président constitutionnel d'Argentine. Outre les élus argentins, une centaine de pays étaient représentés. Ils ont assisté à ce geste, la prestation de serment qui mettait fin à la dictature militaire entamée par un coup d'État en mars 1976. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios. Dans son discours qui a suivi, M. Alfonsín a d'abord évoqué l'état déplorable et sous certains aspects catastrophiques dans lequel il recevait le pays, dont l'économie a été, dit-il, désarticulée et déformée. Il a enfin conclu sous les applaudissements: nous avons un but, la vie, la justice et la liberté. Une seule méthode, la démocratie. D'autre part, Raúl Alfonsín n'ignore pas qu'il aura affaire à une forte opposition péroniste. Madame Isabelle Perón, que voici, était son invitée personnelle aujourd'hui aux cérémonies. Après un silence de 7 ans et 9 mois, Isabelle Perón a dès son retour à Buenos Aires annoncé son intention de conduire l'opposition en reprenant la direction du mouvement justicialiste. La marine israélienne a-t-elle ou non bombardé une deuxième fois la nuit dernière les positions palestiniennes près de Tripoli? Les autorités israéliennes le démentent officieusement, le porte-parole de Yasser Arafat, lui, l'affirme. Toujours est-il que l'évacuation des 4000 Palestiniens restés fidèles au chef de l'OLP paraît problématique. Laurence Auhervin et à Tripoli, Philippe Rochaud.
Ce navire est un des bâtiments grecs qui doit assurer l'évacuation des loyalistes palestiniens à Tripoli. Il n'a comme les autres toujours pas quitté la Grèce, car Athènes a demandé aux pays de la force multinationale au Liban, États-Unis, France, Italie et Grande-Bretagne, des garanties formelles pour la sécurité de ces navires, une demande soutenue par l'OLP. Pour ce qui la concerne, l'Italie a répondu non. Et à Tripoli au Liban, 4000 partisans de Yasser Arafat attendent avec inquiétude croissante. L'OLP a accusé la marine israélienne d'avoir bombardé le port à 2 reprises la nuit dernière et les batteries palestiniennes auraient riposté pour empêcher un débarquement. Jérusalem a démenti officieusement avoir attaqué les positions palestiniennes, mais l'OLP craint qu'Israël ne s'oppose à l'évacuation de ses combattants cernés à Tripoli. Le témoignage de nos envoyés spéciaux. Pour les 4000 combattants palestiniens fidèles à Yasser Arafat, l'incertitude du départ aura duré jusqu'au dernier moment. Et pourtant, malgré les derniers bombardements israéliens sur les camps, les nouvelles menaces syriennes, les combattants sont résignés et décidés à partir. C'est peut-être la dernière tournée des positions avant le départ de Tripoli. Évacués de Beyrouth en août 82, ils étaient tous revenus combattre au Liban en passant par la Syrie. Et aujourd'hui, c'est la Syrie elle-même qui les force à plier bagages. Dans les rangs d'Arafat, c'est la démobilisation, on patauge sur le champ de bataille, les positions sont abandonnées, on jure fidélité à Arafat, mais le moral n'y est pas toujours. Je pense que nous allons tous rester avec Yasser Arafat parce que c'est notre chef. Et vous allez être obligé de quitter votre famille. Toute ma famille a été tuée à Beyrouth. Les Israéliens ont bombardé l'immeuble où nous habitions. Et maintenant, je n'ai plus personne ici avec qui partir. Faiz n'a plus de famille, mais les milliers d'autres combattants palestiniens qui évacuent Tripoli redoutent que leurs femmes et leurs enfants ne connaissent un nouveau Sabra Shatila. Car qui va les protéger quand eux seront partis? C'est avec inquiétude que l'on classe ici les souvenirs de la présence d'Arafat à Tripoli. Car on n'oublie pas que les dissidents lui reprochent d'avoir quitté Beyrouth l'an passé sans protéger les camps, ce qui a entraîné les massacres. Alors cette femme a décidé de tenter de partir à tout prix, avec son mari, resté fidèle au chef de l'OLP. Je partirai avec lui, dit-elle, et aussi avec Yasser Arafat, à Tunis. Mais 300 familles palestiniennes sont encore réfugiées dans Tripoli. Elles espèrent que les garanties de l'accord seront suffisantes pour que leur sécurité soit assurée. Alors que Yasser Arafat et la Grèce ont donc demandé des garanties internationales de sécurité pour l'opération de l'évacuation, la France, vous le savez, ne veut pas fournir une protection militaire et l'Italie a aujourd'hui adopté la même position. Le ministre français des Relations extérieures, Claude Cheysson, et la politique étrangère de la France violemment pris à partie par les médias soviétiques qui accusent M. Cheysson d'être plus réganien que le président Reagan et qui qualifient la politique étrangère française de contradictoire. D'autres critiques françaises, cette fois contre la politique étrangère du président Mitterrand. Dans un entretien accordé au Figaro, l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing estime, je le cite, que la faute capitale de François Mitterrand en politique étrangère a été de faire quitter à la France le niveau des superpuissances. On a interrompu le dialogue avec l'Union soviétique, poursuit M. Giscard d'Estaing, sans obtenir aucun résultat autre que le silence en Afghanistan et en Pologne, et on a adopté vis-à-vis des États-Unis des attitudes contradictoires. Fin de citation. L'actualité sociale aujourd'hui, c'est d'abord un samedi laborieux pour les représentants du patronat et des syndicats qui ont à nouveau planché aujourd'hui sur le dossier compliqué de l'assurance chômage. Leurs positions se sont cette fois rapprochées. Martine Gilson. Pour la première fois aujourd'hui, syndicats et patronat sont entrés dans le vif du sujet. Ils ont véritablement négocié et avancé. D'entrée de jeu, le CNPF a lâché du lest, en acceptant de ne plus remettre en cause l'augmentation des cotisations à l'UNEDIC qu'il refusait depuis juin et qui lui avait été imposée. Ces cotisations devraient rapporter, en 84, 62 milliards de francs. Seconde concession du patronat, pour bénéficier de l'assurance chômage, les demandeurs d'emploi devront avoir cotisé 6 mois et non plus 1 an comme prévu. Enfin, syndicats et patronat sont d'accord pour demander à l'État combien d'argent celui-ci est prêt à mettre dans les caisses. Reste que, en dépit d'assouplissement de part et d'autre, la pomme de discorde subsiste sur le projet du CNPF. La séparation des chômeurs en 2 catégories. Ceux qui relèveraient de la solidarité nationale, donc de l'État,
et ceux qui relèveraient de l'assurance proprement dite. Prochaine réunion, la dernière en principe, le 14 décembre. D'ici là, les syndicats devraient se revoir pour tenter de constituer un front uni face au CNPF. L'aggravation de la crise économique pose à tous les pays industriels en matière de chômage les mêmes problèmes d'indemnisation et d'adaptation. Ainsi, l'Allemagne fédérale, comme nous l'explique Michel Meyer. Michel Meyer de Bonn. L'année d'une brusque augmentation du nombre de chômeurs et le passage du cap des 2 millions de sans-emploi, le Parlement et le gouvernement de Bonn se doivent de voler au secours des caisses de chômage. En moyenne, avec des subventions de l'ordre de 15 milliards de Deutschmark, soit quelques 5-6% du budget fédéral. Partant de la volonté d'économie et de limitation du déficit budgétaire du gouvernement Kohl, il n'est plus question d'accepter ici le gonflement de ces subventions pour éponger les trous financiers de caisses de chômage aux prises avec un afflux de plus en plus important. 2 300 000 chômeurs à l'heure actuelle contre 1 200 000 en 1980. La conséquence, chaque ouvrier et employé allemand a vu sa cotisation chômage perçue sur son salaire augmenter de 0,6% à compter du 1er janvier 1983. Ce n'est pas tout. Pour freiner les dépenses et rééquilibrer les comptes sans gréver le budget de l'État, les conditions requises pour bénéficier d'une allocation chômage sont devenues plus draconiennes. Exemple, pour toucher 6 mois d'allocation chômage, il faut maintenant avoir cotisé pendant 18 mois au lieu de 12 mois seulement dans le passé. Dans le même temps, il y a aussi diminution du montant des cotisations retraite versées par les caisses de chômage aux caisses de retraite pour assurer la vieillesse des chômeurs. Ces mesures d'économie, acceptées comme autant de restrictions, comportent un autre volet plus pénible encore. Ce n'est plus 75%, mais seulement 70% du dernier salaire qui est touché par les chômeurs. Autant de dispositions accueillies comme une sorte de démontage social par les syndicats, un démontage qui se poursuivra cependant si le chômage continue d'augmenter, ce qui n'est pas exclu. Un mot de politique avec un sondage sur la popularité des dirigeants, à commencer par le président Mitterrand et son Premier ministre. D'après les chiffres que publiera demain le journal du dimanche, la cote de popularité du chef de l'État baisse de 2 points en décembre, 37% de satisfaits, 47% de mécontents contre 48% il y a un mois. Même tendance pour M. Mauroy, 30% de satisfaits, 51% de mécontents. 3 techniciens français enlevés en Irak par des opposants kurdes au régime irakien. Le Quai d'Orsay a commencé les démarches pour leur libération. Un homme d'affaires britannique qui avait mystérieusement disparu à Paris depuis le 1er décembre, retrouvé noyé dans le port de Brest. Un deuxième Britannique a disparu au même moment. La police mène l'enquête. Le sport ce soir, c'est d'abord le ski. Cet après-midi à Val d'Isère, suite et fin pour les hommes du critérium de la première neige avec le super géant. Une victoire autrichienne et une bonne surprise pour les Français. Dominique Legout. Le vainqueur, le voici, il s'appelle Hansen, c'est un spécialiste de ce type d'épreuve. L'an dernier, il avait gagné le slalom géant de Granjka Gora. Médaille olympique avec Placide, il se pose déjà parmi les favoris pour les Jeux de Sarajevo. Mais c'est de sa faute, oui, de sa faute si vous ne pouvez suivre l'exploit du Français Franck Picard, 4e de ce super géant. Les caméras ont en effet suivi en totalité la course d'Hansen, délaissant la course de ceux qui l'ont juste précédé, en particulier celle de Picard. Bénéficiant d'une neige excellente, de conditions de visibilité encore correctes, Picard a néanmoins accompli une véritable performance qui confirme son titre de champion du monde de descente junior, acquis voilà maintenant 2 saisons. Gymnastique, aujourd'hui à Istres, Jean-Luc Queyron est devenu champion de France de gymnastique individuelle. Le voici à la barre fixe. Depuis le temps où il tournait autour de ce titre de champion de France, voilà enfin la récompense pour Jean-Luc Queyron. Classé meilleur français au plan mondial, à 22 ans il lui manquait cette consécration nationale. C'est chose faite et regardez de quelle manière. Une sortie avec un triple saut périlleux. Au ralenti, c'est encore plus impressionnant, même pour les juges, qui lui ont accordé la note maximum, 10. Impressionnant.
Il y avait un tiercé aujourd'hui à Enghien à l'arrivée dans l'ordre, le 2, le 5 et le 8. Les rapports pour 5 francs dans l'ordre, 1905 francs, dans un ordre différent, 381 francs. Demain, il y aura un autre tiercé à Auteuil. Pierre Bresse. Pour ce dernier tiercé dominical à Auteuil, eh bien, c'est le prix Léon Ulrich-Roderer qui a été choisi. Le prix Léon Ulrich-Roderer est la grande course de haies du meeting d'automne qui se déroule sur 4300 mètres. Dans cette épreuve, eh bien, les chevaux ne portent pas un poids qui leur est attribué selon leur qualité, comme c'est le cas dans les courses à handicap, mais au contraire, le poids qu'ils devront porter eh bien, est calculé en fonction des sommes gagnées en 5. Elle s'est éteinte il y a 6 ans déjà, mais sa voix et son âme dominent toujours l'art lyrique. En hommage à Maria Callas, 4 grands opéras dans le monde vont demain soir en même temps offrir le même spectacle. L'Opéra de Paris, la Scala de Milan, le Covent Garden de Londres et l'Opéra lyrique de Chicago. Cette soirée exceptionnelle de l'Opéra de Paris sera retransmise sur Antenne 2 avec Ève Ruggieri le 25 décembre prochain. En attendant ce grand moment, France Roche fait revivre pour nous la diva. Elle aurait aujourd'hui 60 ans. Depuis sa mort en 1977, on continue d'écrire sur elle, de vendre ses disques. Sa légende épurée s'est réfugiée dans les voix de Norma, Tosca, Lucia ou Carmen. Mais on parlerait moins d'elle si elle n'avait été qu'une cantatrice meilleure comédienne que les autres. Elle était une star parmi les plus citées du monde pour ses colères célèbres, ses amis et ses amours encore plus célèbres. Elle étonnait et surtout de s'être choisie avec un courage inflexible, à coups de régime et de médicaments dangereux, une silhouette et un visage. J'avoue une chose que je ne m'aime pas comme, ni comme femme, ni comme beauté, ni comme voix. Mais je me détache assez pour dire si je suis efficace comme actrice, comme expression. Et alors donc, je ne peux pas dire que je m'aime, même dans la vie de tous les jours. Mais je ne peux pas, et ça ne me regarde pas, que je m'aime. Ce que c'est que j'espère que le public va aimer et va comprendre mon interprétation. Ça, c'est le nécessaire. On la croyait à ses débuts femme de feu, femme de fer. Peu à peu, ses absences de la scène, sa mort brutale révélèrent sa fragilité et l'usure d'une carrière assumée comme une torture exquise. Depuis mon enfance, j'ai l'air très très costaud et je ne le suis pas. Et alors ensuite la carrière qui a été très dure et très belle. Tous des énervements, toutes des choses, et évidemment, un physique ne peut pas tenir le coup toujours. Je suis une femme quand même. Travailler, c'est pas 8 heures par jour, c'est travailler souvent même 20 heures par jour. Et les 4 heures de sommeil qu'on a, c'est le subconscient que travaille. Il reste d'elle un seul film, Médée de Pasolini, et ses 1000 chants de cygne noire. Perché tu non mi rida, io voglio soffrire! Le 25 décembre, donc, à 20h30 sur Antenne 2, hommage exceptionnel à Maria Callas. Parlons maintenant du mauvais temps, Alain Gillot-Pétré, le mauvais temps qui sévit surtout dans la Manche. Quelques planches, des bouts de tissu et de filets, voilà tout ce qui reste du chalutier, l'Étoile des mers. C'était un chalutier, ça, qui, pour des raisons inexpliquées, s'est fracassé ce matin sur une grève à proximité de Port-en-Bessin, dans le Calvados. Des 4 marins à bord, un seul a pu être retrouvé, noyé bien sûr. Les 3 autres sont portés disparus malgré d'intenses recherches, notamment en hélicoptère. Compte tenu de la température de l'eau et de l'état de la mer, il y a peu de chances de les repêcher vivants. Lors du drame, les vents moyens soulevant une mer grosse, vous le voyez, atteignaient 80 km/h. Mais il ne s'agissait pas de tempête. Ces mauvaises conditions de navigation avaient d'ailleurs été annoncées par la météo nationale. Elles n'ont pas empêché les bateaux de rentrer ou de sortir, comme le montrent ces images, mais il ne fallait pas avoir le mal de mer. Autre victime du mauvais temps, 2 automobilistes tués par la chute d'un arbre sur leur véhicule en Seine-Maritime. Pour nous, c'est la douche écossaise. Une dépression chasse l'autre et le mauvais temps et le froid qui s'était installé auparavant. Regardez la photo satellite
de 13 heures. Le mauvais temps donc sur l'est du pays qui a donné beaucoup de pluie cette nuit et encore aujourd'hui s'évacue lentement vers l'est. Mais regardez bien cette énorme poche de froid qui vient directement du pôle. On voit c'est de l'air nettement plus dense, beaucoup plus stable que celui-ci, que cette dépression qui s'approche, qui était sur l'Irlande, qui s'approche du pays, qui demain matin se situera aux abords de la Bretagne et qui ensuite gagnera l'intérieur de la France en cours de journée. Donc le froid va progressivement s'évacuer, puis nous repartirons ensuite au froid. C'est une situation un peu compliquée. Puisque je suis à la photo satellite, je vous propose de regarder une autre diapositive. On va élargir le cadre. C'est à la même heure, Météosat 2. Voici la France, voici l'Espagne, voici l'Afrique. Pourquoi je vous fais voir ceci? Pour cette masse nuageuse, car ici il y a Mayotte, la collectivité territoriale française. Et à proximité de Mayotte, il y a ce cyclone. On va faire un gros plan. Le voilà, c'est le cyclone Andri, une bête monstrueuse qui est née cette nuit, depuis 2 jours, et qui tourne avec des vents de 200 km/h moyens et 250 km/h dans les rafales, avec un œil magnifique. Hélas, il est possible que ce cyclone s'approche de Mayotte en y faisant des dégâts qui seront incommensurables, c'est certain, avec un cyclone aussi violent que celui-là, qui est tout à fait inattendu, car on n'a pas l'habitude d'avoir à cette époque des cyclones déjà dans le canal du Mozambique. Revenons en métropole, si vous le voulez bien, avec le temps de demain sur la carte. Heureusement pas de cyclone, beaucoup de brouillard en revanche, de brouillard givrant, le bassin parisien, l'ouest, le nord-ouest, le nord, le nord-est, le centre, le matin, qui donneront également du verglas, d'une part par le givre et d'autre part parce que comme il va geler cette nuit, l'eau qui est tombée va geler sur les routes, donc soyez extrêmement prudents. Quand les brouillards se seront dissipés, ce sera plutôt du beau temps grâce à une dorsale anticyclonique qui va se former sur la France, disons de l'Aquitaine au nord-est et à la Méditerranée. Avec quand même quelques petits passages nuageux, mais pas de passages nuageux sur le golfe du Lion grâce au Mistral ou à cause du Mistral de la Tramontane qui souffleront fort, qui souffleront même peut-être très fort. Soyez prudents si vous conduisez dans la vallée du Rhône et dans le couloir languedocien. En revanche, sur l'extrême sud-est et la Corse, des averses résiduelles avec quelques petites éclaircies. Mais progressivement, le mauvais temps que vous avez vu a gagné par le nord-ouest sur, disons, des pays de la Loire au bassin parisien, aux Ardennes et à la Manche. Bien sûr, léger renforcement des vents, le baromètre est tout de même en hausse, mais il pleuvra. Les températures sont stationnaires avec des gelées demain matin du centre nord-est de 0 à -1, gelée modérée, mais ça suffira pour faire du verglas. Et l'après-midi, de 3 à 8 degrés sur la moitié nord, température donc quasiment stationnaire, et de 4 à 13 degrés seulement sur la moitié sud, une petite hausse des températures sur la partie méridionale de notre pays. Demain, c'est le dimanche 11 décembre, 1 minute de soleil en moins. Christine, levé 8h35, couché 16h52. Si vous connaissez des Daniel, alors c'est le moment de leur souhaiter leur fête. À 23h20, en tout cas, Hervé Claude vous présentera notre dernier journal. Demain, 12h45, antenne de midi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2 avec Michel Drucker.